Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Psychologie. La question du jour s'intéresse à la bête qui reste en nous. Que reste-t-il justement de sauvage et d'animal en nous? Peut-on parler pour les êtres humains d'instinct? Avons-nous des rituels qui semblent similaires à ceux des animaux? Et pourquoi faut-il, semble-t-il de plus en plus, se rapprocher de la nature? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'être en compagnie du docteur Boris Cyrulnik, qui est éthologue, spécialiste du comportement des animaux, et de Marie-Claude Pietragala, qui est danseuse étoile et également chorégraphe. Viendront partager avec nous également leur expérience Julie Lancry, qui fait les découvertes d'une toute jeune maman. Elle croit avoir trouvé un sens au mot instinct, l'instinct maternel bien sûr. Sa petite Louise a tout juste 3 semaines. De son côté, Marina Ferro a découvert la fonction thérapeutique des chevaux avec l'équithérapie. Elle retrouve équilibre et confiance en elle. Cyril Casmez, lui, a décidé de travailler l'animal qui est en lui, mi-homme, mi-singe. Florence Servan-Schreiber, qui n'a peur de rien, est allée rencontrer ce comédien capable de surprenantes métamorphoses. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau, on vous connaît, vous êtes psychiatre, vous êtes éthologue, donc spécialiste du comportement des animaux. Vous avez plus récemment beaucoup travaillé sur la résilience. J'espère que vous nous ferez le plaisir de revenir pour en parler. Il en est un autre question dans ce livre, Le murmure des fantômes, qui est apparu chez Odile Jacob. Mais aujourd'hui, c'est bien à vos premières amours qu'on s'intéresse, à l'éthologie, et donc à ce qu'il reste peut-être d'animal en nous. Pourquoi c'était votre première passion, l'éthologie ? Oh, c'est un rêve d'enfance. Comme tous les enfants, on aime beaucoup les animaux parce qu'on s'identifie aux animaux. Donc je m'étais promis, quand je serai grand, de chercher à comprendre ce qui se passait dans la tête des animaux. C'est comme ça que je suis devenu psychiatre. Alors justement, parce que le raccourci, là, vous le faites d'évidence. Comment, en s'intéressant aux animaux, on comprend mieux les humains ? Plus je m'intéresse aux animaux, plus je comprends les humains, parce que c'est une méthode comparative. Et qu'ils ont ce qu'on n'a pas et on a ce qu'ils n'ont pas. Et que la méthode comparative permet de comprendre sans être intelligent, donc ça me convient. Oui, bien sûr. Vous avez fait de grandes découvertes comme ça? Des choses vraiment qui vous ont vraiment étonné? Des choses fondamentales qui ont bouleversé la psychologie actuelle, qui ont bouleversé le milieu de la naissance. Les animaux ont complètement métamorphosé la manière dont on s'occupe des bébés et des femmes avant et après la naissance. Méfiez-vous, si vos enfants sont curieux, ça peut être dangereux, ça peut donner ça, c'est des trucs très bizarres. Marie-Claude Pietragala, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. On vous appelle Pietra, je crois. Oui. Donc c'est comme ça qu'on va vous appeler aussi. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice du Ballet National de Marseille et que vous allez proposer à partir de mars 2004 au Théâtre de la Criée à Marseille 2 de vos créations qui s'intitulent Métamorphose 2 et Ivresse. Est-ce que quand vous dansez, et je sais que on vous a souvent fait ce compliment-là, c'est vrai que c'est étonnant de vous voir danser. Est-ce que quand vous dansez, il y a quelque chose d'animal, parfois? Oui, je crois que pas uniquement quand je danse. Je sens qu'il y a cet instinct animal chez moi qui est très développé, alors qu'on essaye de canaliser aussi, parce que... Mais effectivement, quand on se retrouve sur une scène et face à un public, il y a cet instinct qui est prédominant quand même chez l'artiste. Cette chose qui est difficile à expliquer d'ailleurs en quelques mots, mais cette faculté qu'on a d'avoir ce contact direct avec ce public qui est anonyme d'ailleurs, puisqu'on ne le perçoit pas très bien. Oui, ce sont des gens derrière de la lumière. Voilà. Et puis en même temps, oui, cet instinct qui est important à avoir sur scène. Alors vous allez être très étonnés tout au long de l'émission, je pense que vous ne serez pas la seule, moi aussi je le suis, mais vous allez voir pourquoi. Je me tourne tout de suite vers vous, Boris. Qu'est-ce qui reste d'animal chez nous ? Pas grand-chose et tout. Si on n'était pas des animaux au départ, on ne serait pas humain, mais dès l'instant où on devient humain, il ne reste plus grand-chose de notre animalité, sauf des souvenirs, des idées qu'on se fait des animaux. Donc c'est important. Moi, je dis toujours, l'homme est le seul animal capable de s'arracher à la condition animale. C'est-à-dire qu'on a été des animaux, et il y a encore une petite part animale en nous, mais dès qu'on parle, dès qu'on fait signe avant la parole, on n'est plus des animaux. Ça veut dire que c'est là d'où on vient, mais c'est là où on n'est plus? Voilà, exactement. Oui, justement, les danseurs, c'est ça qui nous rapproche de cet instinct animal, c'est que c'est le langage du corps et qu'on n'a pas besoin de la parole. Je crois que pour moi, le geste me semble beaucoup plus fort que le mot. Le mot peut être dérivé, peut être contourné, le sens il peut y avoir multiples sens. Un geste, un mouvement du corps est quand même très significatif. Oui. Dans ces vieilles rémanences de notre condition animale passée, donc, il reste des besoins? Voilà, c'est ça. Il reste des besoins. On partage avec les animaux les besoins pour survivre, de l'eau, de l'espace, de la peur, de l'attraction, de la sexualité, de la reproduction. Ça, on le partage avec les animaux. Et puis, il reste aussi ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la manière de coexister, elle est structurée
par notre corps, mais notre corps aussi est un langage. Il n'y a pas que les mots qui sont un langage. Notre corps est un langage. La manière dont je vous parle peut déclencher en vous des émotions. Donc on partage ça avec les animaux et la parole crée, métamorphose la condition humaine. Et l'instinct dont Pietra parlait, ça existe? Ça a existé surtout au XVIIIe siècle, quand il s'agissait de dire quand il s'agissait de dire que les hommes étaient de nature surnaturelle et que les animaux, eux, étaient des câblages d'instinct. C'était le contexte les automates, c'est le triomphe des automates. Donc les animaux étaient comme les automates et les hommes, bien sûr, étaient eux d'une autre nature, d'une nature surnaturelle. Et les femmes avaient encore des instincts. C'est pour ça que ce mot est un peu piégé. C'est un mot lourd d'idéologie. Idéologie? Et oui. Si on dit de quelqu'un qu'il est riche en instinct, on sous-entend qu'il est plus proche des animaux que des êtres humains. Et c'est comme ça que commence le racisme. Quand on veut éliminer quelqu'un, on le bestialise d'abord. C'est une vipère, c'est un renard, c'est un cochon. On le bestialise. Et ensuite, on le désocialise. Et ensuite, quand on l'élimine, c'est pas un grand crime, puisqu'on a éliminé un animal. C'est pas tout à fait un être humain. Moi qui pensais faire un compliment à quelqu'un en lui disant « vous êtes instinctif ». Alors ça, c'est un instrument de mesure très fiable de l'instinct, c'est-à-dire le nez, la manière de sentir les autres. Le moindre geste, la moindre attitude, les danseurs sûrement, mais il y a des gens qui sont très sensibles au corps des autres. Oui. L'attitude, le froncement de sourcils, alors on appelle ça instinct, et en fait c'est une hyper-perception de l'autre. Alors évidemment, quand on dit instinct à propos des hommes, un des premiers instincts qui nous viennent à l'esprit, c'est l'instinct maternel. Eh bien, comme toutes les mamans, Julie Lancry pense avoir un instinct maternel. Elle le découvre en ce moment au travers de toutes les émotions qui sont suscitées par l'arrivée de son tout premier enfant. C'est un reportage de Jean-Michel Venmani. Oh là là, moi je peux pas supporter ça. Oh, mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. J'ai découvert l'amour pour Louise à l'instant où elle est née. Et en fait, quand on me l'a posée sur le ventre, je ne l'ai pas reconnue visuellement puisque j'étais très étonnée. Elle ne correspondait pas du tout à l'image que je m'en étais faite pendant la grossesse. Je l'ai immédiatement reconnue à son odeur en fait. L'allaitement, c'était une évidence pour moi parce que j'ai pas eu besoin de me poser la question. C'est-à-dire qu'au départ, au début de la grossesse, j'avais pas spécialement envie d'allaiter, puis ça m'est venu un peu au fur et à mesure, mais sans que ce soit vraiment une envie. C'est-à-dire que pour moi, c'était la parfaite continuité de la grossesse, de nourrir son enfant jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à temps qu'il soit en bonne santé, immunisé contre les maladies, bien gras et sans trop de diarrhée. Donc en fait, pour moi, c'est pas vraiment un acte fusionnel comme certaines mamans le décrivent. C'est plus une continuité de la grossesse, quelque chose qui est démarré et qu'on termine, quoi. Petit crapaud. Moi, je trouve que cette position-là, elle est beaucoup plus fusionnelle que l'autre. Puisque c'est celle dont je parlais tout à l'heure, là, quand elle est un petit crapaud, qu'elle est couchée sur le ventre, comme ça. Comme dans le ventre. Hein. Puis en plus, on peut se renifler. Elle n'a pas l'air malheureux, là. Avec Cédric, c'est différent. C'est pour ça. Enfin, je trouve qu'ils ont une relation qui est plus intellectuelle, tous les deux, que toutes les deux on peut avoir. Nous, c'est encore très fusionnel, très charnel. Il y a certains de ces cris, en fait, qui interpellent directement une réaction chez moi. J'ai pas le choix, il faut que je réagisse, il faut que j'empêche ce qui la fait pleurer. Donc, quand c'est les cris quand elle a faim ou quand elle a mal. Je crois que tout ce qui est animal en nous, on ne peut pas lutter contre et que ça, le fait de ne pas pouvoir lutter contre, ça le définit comme étant du règne animal. Voilà. Elle n'a pas la deuxième manche.
Petit chat, cœur. Bonjour Cédric. Ça va? Oui, toi. Oh, mais je baille, moi. Bonjour, mon bébé. Elle est trop mignonne. Moi, j'aimerais bien la prendre un petit peu. On verra. Je crois que quand on a une éducation où on estime que la créativité, l'expression de ce qu'on ressent est essentielle, peut-être on le vit mieux. Enfin, après, quand on a un enfant soi-même, on peut le vivre pleinement. On lui a laissé toute petite le plaisir de mettre ses mains dans la purée, de tartouiller dedans. On appelait ça en allemand le Schmierbedarf. Tu te rappelles, Julie? On lui autorisait un Schmierbedarf, c'est-à-dire tartouiller allègrement dans ce qui ne se fait pas, quoi. Dans la purée, dans n'importe quoi, un peu. Et c'est vrai qu'elle avait cette animalité assez forte, oui, elle aimait vraiment bien, il n'y a pas de doute. Waouh! Sympa les pigeons. C'est impudique aujourd'hui dans la société de montrer qu'on est tendre et faible, ouais, parce que c'est une forme de faiblesse, je crois, d'être tendre. Ouais, c'est vrai que quand on est une jeune mère comme ça, on peut tout se permettre avec son enfant, tout ce qui est freiné par la société, de savoir, on peut être faible par rapport à son enfant et lui faire des tas de câlins et de gagateries, ouais, tout à fait. Quand tu prends ton enfant dans tes bras, finalement, t'es dans une position de faiblesse par rapport à lui, quelque part. Puisque tu étais prêt à tout lui donner. Je veux pas la tête. J'espère qu'elle respire bien. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue, comment va ce petit bout de chou qui a 3 semaines aujourd'hui? Très en forme. Très en forme, Oui, vous oui. aussi? Oui, oui. Bon, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous de devenir maman? Visiblement, c'est très fort. Hein? Oui, oui, j'étais assez étonnée de la réaction que j'ai eue. Je crois que ça a réveillé plein de choses différentes. La chose Plein essentielle, d'échos, c'est de la protection peut-être? Oui, Oui. oui, je crois, ouais, essentiellement. La protection, c'est très fort. Vous avez le sentiment d'être là pour ça? Oui. Et que c'est vous qui savez le faire? Mais pas que pour ça. Et Non. il n'y a pas que moi qui sais le faire. Son père le fait très bien aussi. Mais oui, je suis très impliquée. Et je peux être très agressive aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai découvert ça assez récemment, hein, quand je la passe à quelqu'un qui ne sait pas forcément s'en occuper, ou quand la personne qui est en face de moi ne fait pas ce que j'aimerais qu'elle fasse, je peux être très agressive pour défendre mon bébé. Alors Boris, c'est pas de l'ordre de l'animal ça? Comme la louve, on dit d'ailleurs. Il y a beaucoup de métaphores dans notre langue par rapport aux animaux. C'est une métaphore et on se sert des animaux comme de métaphores. Mais vous avez quand même dit des choses passionnantes qui correspondent tout à fait à ce qu'on prétend avoir trouvé en éthologie. Par exemple, vous avez dit, quand on me l'a présenté, mon bébé, je ne l'ai pas reconnu. Parce qu'on a un bébé dans la tête, et c'est pas le même que celui qu'on a dans le ventre, et c'est pas le même que celui qu'on a sur les bras. Et c'est pas le même non plus que celui que vous aurez sur le dos. Pendant quelques... 25 ans qui viennent. Par contre, vous l'avez reconnu à l'odeur. Oui. Oui. Alors, tout ce que vous avez dit, il y a 30 ans, ça aurait été mal vu. Aujourd'hui, c'est bien vu, c'est intéressant. Elle est attentive, elle ose être sensorielle, elle comprend. C'est un langage nouveau qu'ont les jeunes mères aujourd'hui, et je crois que l'éthologie, c'est-à-dire les observations et les expérimentations sur les animaux, ne sont pas du tout étrangers au discours que les jeunes mères ont aujourd'hui. Et quand vous avez dit mon mari aussi peut bien s'en occuper, l'éthologie montre que les hommes aussi peuvent être de bonnes mères. Ça veut dire que vous êtes en train de... Mais ils nourrissent moins bien, enfin ils nourrissent au biberon. Vous êtes en train de dire à Julie qu'elle n'a pas un instinct maternel. Non, elle n'a pas un instinct maternel, parce qu'elle comprend tout ce qu'elle fait. Elle sent, elle est hyper attentive, elle est amoureuse. Elle est amoureuse de son bébé qui est amoureux d'elle, parce que c'est... Alors nous, pour faire un schéma, on appelle ça la folie amoureuse des 100 jours. Mais c'est une jolie folie. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on pense qu'à lui, on pense qu'à elle, on a la tête prise par elle. Et c'est avantageux, parce que ça permet d'hyper apprendre le moindre cri du bébé. Vous êtes la seule qui comprend ce que le bébé exprime.
Alors c'est pas de l'animalité, ça exige au contraire l'intelligence, la sensorialité, la condition humaine. Alors on appelle ça animalité pour faire une métaphore, une jolie métaphore, mais généralement quand un homme et une femme font l'amour, c'est toujours les femmes qui sont enceintes. J'ai remarqué ça. Statistiquement, c'est comme ça. Ça se passe souvent comme ça. C'est-à-dire que ça veut dire quand même qu'il y a un déterminant génétique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais dès que c'est fait, tout le reste se passe là, vous l'avez dit. Est-ce que ça veut dire que dans ces fameux 100 jours, ça peut être un homme qui peut être là, et ça peut être quelqu'un qui n'est pas le parent du bébé, c'est Louise, hein, oui. Ça peut être le papa de Louise qui s'occupe d'elle pendant ces 100 jours et qui a le même rapport? Alors, ça peut être le papa Louis, ça peut être une autre femme, ça ne sera pas le même rapport. Parce qu'il y a une continuité de la tête au ventre, au bras. C'est-à-dire que l'odeur dont vous parlez, probablement votre liquide amniotique avait déjà cette odeur. C'est-à-dire que vous avez la naissance, c'est un déménagement écologique. On est des mammifères marins tous, on est des mammifères marins pendant 9 mois, et puis tout d'un coup, on tombe sous le regard social. Et à ce moment-là, on est baptisé, on nous pèse, on nous prénomme, et on cherche sur le corps du bébé, tiens, il a les mains de son grand-père, il a les yeux de sa grand-mère, on l'inscrit dans une filiation. Ça, c'est pas animal. N'empêche que le point de départ, c'est quand même la tête et le ventre. Mais alors, on allait bien parce que nous sommes tous des mammifères. Parce que les mammifères allaitent que nous allaitons, parce que nous sommes des mammifères. Voilà. On a été des mammifères, mais on ne l'est pas longtemps. Parce que déjà, ce bébé, en quelques semaines, dès sa naissance, il a reconnu la voix de sa mère, puis un peu après la voix de son père. Donc, dès sa naissance, c'est un petit scientifique. Il explore le monde, c'est une fille, elle explore le monde, elle fait des tests, elle regarde, donc elle apprend. Et justement, comme elle est amoureuse de vous, elle n'est pas amoureuse de vous en entier, elle est amoureuse d'un morceau de vous. C'est-à-dire la brillance des yeux, l'odeur, les seins, ça elle le reconnaît, la voix, la manière de tenir, manipuler, caresser, ça elle le reconnaît. Mais c'est un morceau de vous. Elle ne reconnaîtra que sa mère est une personne que quand elle aura terminé son adolescence, c'est-à-dire vers 55-60 ans. Donc, en attendant... Pourtant, vous dites, Julien, un peu dans le reportage, que l'allaitement, pour vous, ça a été quelque chose quasi d'évident et de naturel, oui, alors que ce n'était pas forcément voulu au départ, d'ailleurs. Non, mais ça m'est paru relativement évident quand on m'a démontré que finalement, c'était beaucoup plus simple, déjà de façon pratique, hein, de ne pas avoir de stérilisateur, de biberon, et de voyager léger et de pouvoir venir à la télévision sans être trop chargé. Mais je ne l'ai pas vécu non plus comme un acte très fusionnel, etc. Pour moi, c'était un enchaînement. Quand on l'a sortie de mon ventre, on l'a mis tout de suite au sein, elle a pris le sein et ça m'a paru vraiment très évident. Et dans la continuité de la grossesse. Dans un moment comme celui-ci, vous vous êtes senti peut-être plus mammifère que maman ou pas? Oui, complètement. Mais c'est peut-être ça qui me déplaît un peu dans l'allaitement, c'est que c'est très animal, enfin très mammifère. C'est-à-dire que Louise ne reconnaît que le sein et moi je nourris ma fille et c'est pas un moment où je trouve qu'il y a un échange entre nous qui soit très très fort. Étonnant. Vous retrouvez parfois ces contradictions sur une scène? Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce que vous avez dit, c'est sur l'impudeur des sentiments par rapport à son enfant. C'est-à-dire que par rapport à l'enfant, on se sent, on ose tout montrer, la tendresse, l'amour, le débordement. Ce qu'on a du mal à montrer effectivement dans la société. Et avec d'autres personnes, des gens qu'on aime d'ailleurs, que ce soit la famille, que ce soit le mari, enfin le proche, personne qui partage votre vie. Et c'est là que tout d'un coup, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Il y a vraiment cette envie de démontrer sa tendresse et son amour infini. Donc ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a... alors c'est un peu compliqué parce qu'il semblerait qu'il n'y ait plus d'animal en nous, mais en même temps c'est là d'où nous venons. Maternité, ce côté animal que peut-être vous trouvez également dans la danse, ça vous semble aller de pair? Vous le retrouvez ou pas? Oui, on le retrouve. Alors, c'est très étrange parce que le côté, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de danseuses, comédiennes aussi, qui sont aussi mamans, qui sont artistes et mamans, ça c'est important. Et en même temps, je veux dire, il y a une sorte aussi dans la danse de responsabilité vis-à-vis des gens que vous formez. Alors là, je vais encore un peu plus loin. Oui. Évidemment, ce ne sont pas nos danseurs, quand on a une compagnie, ce ne sont pas nos enfants. Mais en même temps, il y a une sorte de responsabilité de l'artiste d'arriver à développer un artiste qui va commencer par l'école et qui va rentrer dans une compagnie et qui va développer son sens, sa créativité
la recherche de cette créativité. Et quand on les dirige, c'est sûr qu'on se sent absolument responsable et on a aussi une forme d'amour aussi vis-à-vis d'eux. C'est un engagement à long terme. C'est un engagement à long terme aussi également. Alors, ça n'a rien à voir avec, bien sûr, la maternité, ce qu'on peut ressentir quand on a un enfant. Mais il y a cet engagement qui est important et je trouve que dans la vie, c'est une des choses les plus importantes. Parce que sinon, on vit seul et ça ne vaut pas tellement le coup, quoi. Alors évidemment, en préparant l'émission, vos questions ont été nombreuses. C'est Martin Rubio, le rédacteur en chef de psychologie.com, qui va réveiller son animalité et qui va nous les livrer. Martin. Bonjour, Britanna. Bonjour. Je réveille mon animalité. Vous parlez de maternité et j'ai récupéré certains témoignages de femmes qui n'ont pas ce désir de maternité. Alors ces femmes-là ont l'air d'assumer souvent ce manque de désir, mais subissent une pression de leur entourage qui leur dit « ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel ». Ah oui, comment peut-on être femme sans devenir mère? C'est bien la question, alors Boris? Oui, pendant très longtemps, les femmes ont été résumées à la maternité, c'est-à-dire que elles ne valaient que par leur ventre. Il fallait qu'elles mettent au monde le plus possible d'enfants, de garçons de préférence. Et les hommes, eux, ne valaient que par leurs bras et que par leur dos, parce que l'énergie sociale n'était pas fournie par le pétrole ou par l'électricité, elle était fournie par le muscle des hommes et des animaux et par le ventre des femmes. Il n'y a pas longtemps que cette culture a changé et maintenant l'énergie elle est fournie par la tête, les mots et le doigt pour les computers, pour les ordinateurs. C'est-à-dire que la culture a changé, ce qui fait que maintenant on sait que certaines femmes n'aiment pas être mère, ça dépend de leur histoire, ça dépend de leur développement, ça dépend de leur contexte et la société, leur histoire et leur contexte social a un rôle majeur dans ce désir de ne pas être mère. Et actuellement, on constate que 20% des jeunes femmes font une dépression avant l'accouchement, à l'idée de mettre au monde un enfant, parce que la signification de l'enfant veut dire ta vie sera entravée, tu auras une aventure sociale plus difficile, donc, alors qu'avant c'était une promotion. Mais c'était en même temps une aliénation. Tu auras une promotion si tu mets au monde des enfants, mais tu ne pourras rien faire d'autre. Alors que maintenant, les femmes veulent mettre au monde 1,7 enfants, comme toutes les Françaises, mais elles veulent aussi s'exprimer comme des personnes et socialement. Ce qui fait que l'enfant est en train de changer de signification. Si je résume cette première partie de l'émission, nous ne sommes pas des animaux et l'instinct le plus fameux dont on parle à propos des êtres humains, l'instinct maternel, en fait, est une fonction sociale et quelque chose de culturel. Voilà. Qui n'existe pas partout et qui est mis à mal, en tout cas chez nous maintenant. Très bien. Voilà, allez, hop, on sort l'instinct maternel, c'est parfait. Alors, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes donc des êtres humains. Puisque nous parlons d'êtres humains, il va falloir parler d'éducation, de civilisation, de socialisation. Et par exemple, si on a envie de quelqu'un, eh bien, on ne lui saute pas dessus comme ça directement. Non, on passe par quelques étapes et je vous propose de le découvrir de manière tellement plus rock'n'roll au travers de cet extrait de Pulp Fiction, le film de Quentin Tarantino, où John Travolta et Uma Thurman se lâchent. Off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, goes to show you never can tell. They had a high-five phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, go to show you never can. Alors ça semble extrêmement paradoxal parce qu'on emploie l'expression se lâcher et quand on les voit, on imagine bien qu'ils laissent effectivement tomber des choses et visiblement, en fait, c'est un rituel. C'est très codifié. Ah oui, très. Les animaux ont des rituels aussi, et les animaux dansent. Et notamment, au moment de la parade sexuelle, ils dansent. Alors c'est une danse animale, c'est pas une danse humaine. Ça n'empêche que c'est la synchronisation des corps où chacun exprime quelque chose qui stimule l'autre, qui exprime autre chose, qui stimule le premier, jusqu'au moment où plus il y a affinité. Là, je parle des animaux. Oui. Chez les humains, on fait exactement la même chose avec notre corps, avec des offrandes alimentaires et plus tard avec des mots. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, mais on le sens, on lui attribue une signification, ce que font beaucoup moins les animaux. Mais là, je pense que les danseurs font exactement ce qu'on fait quand on invite une femme au restaurant. Quand on invite une femme au restaurant, c'est pas pour lui donner des glucides, des lipides et des vitamines. C'est pour la rencontrer émotionnellement. C'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'il y a une danse verbale et comportementale autour de la table qui prépare, ça sent si c'est possible. Il y a des rituels plus masculins que féminins? Non, c'est une synchronisation. Il faut être deux. Il faut être deux, c'est ça exactement. Une sorte de dialogue en même temps, quand même. Oui, mais c'est un dialogue, absolument. Il y en a qui avance, l'autre qui répond, et oui, tout à fait. Vous avez conscience, vous, Pietra, de certains rituels? Dans la vie, en général, oui, de certains rituels, puis même des choses qui peuvent nous freiner, d'ailleurs, parce que de par l'éducation ou par la société dans laquelle on vit, des fois, on se crée nous-mêmes nos propres barrières. Et c'est vrai que par rapport au métier que j'exerce, par rapport à la danse, je sais qu'il y a une plus grande liberté, je sens que j'ai une plus grande liberté quand je suis sur scène, pour exprimer des sentiments, le rapport avec les autres, que dans la vie en général. Ça vous est plus arrivé de manger avec vos mains la purée comme vous faisiez quand vous étiez petite? Je n'hésiterai pas à le refaire. Hein. Vous avez déjà eu envie, c'est ça qu'on appelle... Oui. Je crois que c'est les Chinois qui disent que quand on n'a pas mangé avec les mains, on n'a pas vraiment le goût de la nourriture. Alors bizarrement, on a l'impression qu'en même temps, on est très spontané, on va se mettre à manger avec les mains, on a le contact direct avec le public, on danse, etc. Et en même temps, c'est très ritualisé. C'est où la vérité, Boris? On est spontané ou on est codifié? Les deux. C'est-à-dire que si j'ai une pulsion vers vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne peux pas exprimer ma pulsion. Mais ne vous gênez pas, comment vous dire? C'est-à-dire que vous allez essayer de structurer mon émotion. Oui. Alors je vais sentir que vous m'encouragez, vous me découragez, et je vais adapter ma pulsion, elle va se prendre une forme adaptée à votre réponse. Donc le rituel se met en place d'abord sensoriellement, corps à corps. Mais le corps est un langage, et les mots ajoutent, métamorphosent le sens. Ensuite, je vais vous raconter mon histoire, je vais vous dire que je suis un homme extraordinaire, je vais chercher à vous dire ce que vous espérez pour pouvoir vous séduire. Donc à ce moment-là, je vais continuer avec les mots ce que j'aurais préparé avec le corps. Et c'est ça qui fait le rituel, donc c'est la pulsion structurée. Et quand il n'y a pas de rituel, c'est la violence. Je suis soumis à ma pulsion, je suis plus lourd que vous, tant pis pour vous, je suis plus méchant, tant pis. Je veux. Je veux et je ne tiens pas compte de l'existence de l'autre. Ça, c'est la violence. Donc le rituel, c'est l'organe de la coexistence. Si on veut coexister, il faut des rituels du corps et des mots. Vous arrivez toujours à contrôler, parfois on a on ne contrôle pas tout, qu'on ne peut pas tout ritualiser. On ne contrôle pas tout d'ailleurs. Puis la danse, c'est très bizarrement, on a l'impression, j'aime beaucoup ce que vous dites sur la signification du rituel, parce qu'en danse, c'est ça, c'est un subtil mélange entre le côté de la danse, on va dire, primitive, un peu dans la terre, le rapport au sol, et puis la danse sacrée, le lien qu'il y a entre le sol et l'espace, et le cosmos, et le divin. Donc on a ce mélange subtil, donc ce mélange entre l'animal et puis ce qu'il y a de divin et ce qui nous dépasse d'ailleurs. Je dis les pulsions, par exemple de violence, j'imagine que vous n'êtes pas spécialement contente de ça, mais vous n'arrivez pas à les gérer? J'arrive à les maîtriser, mais non, quand elles surviennent, je les maîtrise pas. Enfin, je peux pas agir dessus, non. Enfin, je les sens qui montent et je les calme immédiatement, mais elles sont là quand même. Pardon, je m'entête, c'est pas vieux reste animal, ça? La pulsion? On a vu l'instinct, ça, mais la pulsion? Alors, oui, quand c'est déclenché par une hormone ou par la faim ou par le désir purement sexuel, et non parce que la plupart de nos pulsions humaines sont déclenchées par des représentations, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de l'autre. Si dans ma culture on me raconte que les blondes ne sont pas tout à fait des êtres humains, je me soumets à l'idée que je me fais de l'autre. Et ça, les animaux ne savent pas le faire. C'est-à-dire que, et c'est ça qui enracine nos pulsions humaine, la colère, l'attraction, c'est une représentation, c'est quelque chose qui n'est pas autour de nous. C'est pas une déformation de l'humain, ça, justement, par rapport à l'animal? Alors ça peut mener à la pathologie humaine, ça mène à la guerre, ça mène à l'idéologie morbide, ça mène à la pathologie humaine, effectivement. Alors on a vu qu'on s'est bien éloigné, heureusement d'ailleurs, parfois, de notre condition animale, même si nous avons souvent les mêmes rituels, voire les mêmes manières de fonctionner. On parle de ces animaux qui sont amoureux, qui vivent par deux. On parle parfois d'exemples qu'on pourrait prendre sur le règne animal. Toujours est-il qu'on ferait bien de temps en temps peut-être de se rapprocher un peu de la nature. Et je vous propose maintenant de partir faire un tour au grand air, à cheval. Nous avons rencontré Marina Ferro. Marina, elle est infirmière, elle vit à Saint-Raphaël. Elle a choisi l'équithérapie
c'est-à-dire la thérapie par le cheval. Pour faire face à ces difficultés, Marina a un besoin presque excessif des autres et un manque de confiance en elle. Son équithérapeute, qui s'appelle Vincent Folâtre, l'aide à retrouver avec la nature une certaine harmonie, une certaine confiance en elle et un équilibre intérieur. C'est un reportage et une balade donc de Benoît Renard et de Jérôme Wesselberg. Salut Marina. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va. Passé une bonne semaine? Très bien. Prêt pour Prête. la course? Prête pour la course, oui. Allez, viens. Les pépères. Allez. On va aller au brossage. C'est une découverte totale. Donc forcément, ça contribue à avoir autre chose que sa petite vie et son petit train-train habituel. On sait que ça lui fait du bien, alors voilà. Puis je crois que ça fait du bien à soi aussi, peut-être. C'est aussi un échange, hein, on n'est pas tout seul. Voilà. Mes souffrances, je crois que c'est la dépendance aux autres, la dépendance affective. Quand les autres vous regardent plus ou quand vous n'existez pas par rapport aux autres ou à l'autre qui vit avec vous, eh bien il y a souffrance. Vincent, je vais mettre la selle. Oui. Alors tous les gestes techniques qui accompagnent la thérapie sont des gestes d'autonomie. Donc autonomie de sceller son cheval, voilà. Autonomie de piloter son cheval. Et évidemment, tout ça doit être investi dans sa vie, c'est-à-dire d'être autonome dans sa vie affective, de pouvoir diriger sa vie. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Tout le monde, en équithérapie, peut monter sur un cheval de 7 à 77 ans. On n'a pas besoin d'avoir un niveau technique. On ne sait pas de l'équitation. Tout le monde peut accéder à ce bonheur d'être sur un cheval et de pouvoir s'harmoniser avec la nature. Oh là là, quel paysage! Voilà, on va les laisser brouter un petit peu. D'habitude, mentalement, je me sens petite. Donc là, ça me donne de la hauteur et puis voilà, une impression de dominer, de bien gérer la situation et voilà, d'être à l'aise. Je pense que c'est un bien-être qui vient se rajouter à tout le parcours que j'ai déjà fait, qui était que des mises en mots et des analyses. Et voilà, j'avais besoin peut-être de faire la relation entre l'esprit et le corps. Alors, déjà sur un cheval, on ne peut pas monter courbé dessus. On est obligé de se redresser pour avoir une position adéquate, pour pouvoir piloter cette énergie de 500 kg. Donc la verticalité, déjà, c'est la verticalité de la colonne vertébrale. Et bien sûr, c'est également la verticalité de l'esprit. Oh! Ça a révélé chez moi une capacité d'adaptation aux situations. Parce que je ne me sentais pas du tout capable de pouvoir m'adapter à tout ce qu'il fait, à pouvoir le gérer, le guider. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a appris ça sur moi. Ah, oh, voilà. Et voilà le coucher du soleil, tranquille. Voilà. Okay. Cette communion avec le cheval, qui, je sais pas, il y a une chaleur en même temps là. On vient de trotter, on a bien chaud. Et puis voilà, la découverte du paysage. On se vide la tête. Son souffle, ça vide la tête. Et voilà, c'est magnifique, c'est magique. On a pris une bouffée d'air avec vous, la Marina. Vraiment, ça fait du bien. Faut pas qu'on s'y trompe. Hein. Bonjour d'abord. C'est pas une simple balade à cheval pour vous. Hein. Ah non, absolument pas, non. Le cheval, c'est une grosse masse de 500 kilos qui, je crois, permet de retrouver une énergie que j'avais perdue. Ouais. Et donc, on se retrouve juché sur cet animal. Et j'avais besoin de... J'ai fait un travail mental beaucoup.
et de retrouver l'animal, d'avoir ce contact, cette chaleur animale. Ouais. C'est très important. On dirait que vous a transmis presque... Ça transmet l'énergie et puis c'est un animal vivant qu'on est obligé de diriger. Et donc on oublie son mental et on se recentre. Et il y a un retour, il y a une espèce de retour à la terre. Disons que tout ce qui est mentalisé se recentre. Devient concret. Devient concret. Et puis l'animal est chaud, et puis il y a aussi une position qu'on a sur le cheval qui est importante, je crois, par rapport à la position à pied. Pietra, j'imagine que votre maintien de danseuse, par exemple, ça modèle aussi ce qu'on est à l'intérieur de même manière. Je pense que le corps représente exactement ce que l'être humain est à l'intérieur l'intériorité de l'être humain. Vous allez faire flipper tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être un défaut professionnel, mais c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, début d'émission, c'est que souvent les comportements humains à travers le corps, peut-être, nous, on les décèle plus facilement. Disons, de par la façon dont les gens s'expriment, ou la façon dont les gens se tiennent, ou s'ils sont en retrait, ou s'ils sont en avant. Ce que nous décrit Boris Marina à propos de cette énergie qui passe, cette force qui passe de l'animal à l'homme, c'est le principe des thérapies avec les animaux. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas assez. Parce que probablement, là, on a une structure affective et ça passe très très bien. Effectivement, les femmes sont folles de chevaux, plus que les hommes. Elles sont amoureuses des chevaux. Peut-être parce que le cheval représente l'homme de leur rêve. Il est fringant, il est costaud, il les porte et il obéit. Donc, mais peut-être aussi parce que les femmes comme les hommes... au contact des animaux, retrouvent quelque chose d'enfoui au fond de nous et écrasé par la culture. Parce que la culture est complètement codifiée, alors que là, on retrouve quelque chose de spontané. Et notamment, tous les gens, les enfants qui ont des difficultés affectives, s'équilibrent avec les animaux. Et par exemple, dans les animaux familiers, tous les enfants qui ont des petits chagrins ou parfois des gros chagrins d'enfants considèrent leur chien ou leur chat comme ce qu'on appelle, nous, un super objet transitionnel, c'est-à-dire un super nounours. Ils nous disent tous, mon chien, mon chat, je lui parle pendant 2 heures, il répond jamais, il critique jamais, et au bout des 2 heures, je suis tranquillisé. Il y a bien un échange, Marina, avec cet animal. Vous le domptez, bien sûr, mais il y a un échange, il vous donne et vous lui donnez. Il y a un échange. Bon, il y a aussi qu'on peut lui donner et puis il ne rejette pas ce qu'on lui donne par rapport à l'être humain qui vous renvoie quelque chose peut-être qui n'est pas toujours ce qu'on attend. Parce que vous aviez un vrai gros problème de confiance en vous. Et confiance en moi, voilà. Et donc puis, de relation avec les autres. De tristesse parce que je cherche une autonomie affective pour ne dépendre de personne, pour être remplie de moi. Comme ça, après, je peux rayonner sur les autres sans attendre quelque chose des autres. Et donc avec l'animal, je crois que c'est la dimension qui me manquait. Puis il y a un échange avec l'animal, oui. Comment il s'appelle votre cheval ? Le cheval s'appelle Panis. Panis. Vous lui parlez à Panis? Il sait qui vous êtes et vous pensez qu'il... Pas trop quand même, parce que j'ai l'impression d'être au théâtre. Vous auriez le sentiment d'être ridicule, je sais pas. Oui, un petit peu le sentiment d'être ridicule. Donc c'est pas encore trop naturel, parce que je lui parle parce que quand on lui passe derrière, on est obligé pour pas prendre un coup de sabot. Donc on est obligé de dire... Et vous pensez, Boris, que Panis comprend Marina, ou sait qui elle est? Il comprend des morceaux de Marina. Je rappelle que Panis, c'est donc le cheval, juste qu'on soit bien clair. Il reconnaît sûrement, probablement son odeur, il reconnaît probablement la vocalité, pas la voix. C'est-à-dire que si vous lui parlez, ce qui l'intéresse, c'est la structure de votre voix. C'est pas ce que vous lui dites. Si vous lui dites j'ai été augmenté, il va vous reconnaître, mais ce qui va lui faire plaisir, c'est pas votre feuille de paye, c'est vous. C'est-à-dire qu'il reconnaît des éléments de vous et il s'y adapte, il y répond. Il y a une communication entre espèces. Mais c'est comme Louise et sa maman alors? Oui, il y a une communication entre espèces, il y a une communication, mais c'est des communications partielles. C'est-à-dire que on peut... Avec Louise, on est de la même espèce, je crois. C'est vraiment tout de suite. Elle ne reconnaîtra votre visage qu'à l'âge de 2 mois. C'est-à-dire que, et petit à petit, vous allez vous complexifier, mais c'est progressif, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que cette folie amoureuse, cette jolie folie amoureuse qui permet d'apprendre, c'est un travail, mais c'est un travail agréable. Comme quand on monte sur un cheval ou quand on parle à un chien ou à un animal familier, c'est aussi le travail de la parole qui permet la structure affective. C'est-à-dire que la parole a une fonction bien plus affective qu'informative. On affecte
un cheval ou un chien et il nous affecte. Donc ça communique beaucoup, mais ce n'est pas une communication d'homme à homme. Vous dites que ça n'est pas la seule chose, c'est votre psy, je crois, qui vous a proposé d'aller faire de l'équithérapie. Oui, c'est la thérapeute, oui. C'est donc complémentaire. Vous pensez qu'on peut se passer d'une psy, quelle qu'elle soit, cothérapie, analyse, et qu'on peut travailler uniquement avec les animaux, ou c'est complémentaire? Ça dépend de l'enjeu. On peut très bien, comme l'a dit Marina, on peut se sentir bien après une communication avec un cheval, on peut se sentir sécurisé par l'amour qu'on partage avec un animal familier. Les chats sont des animaux d'écrivains, les chiens sont des animaux, les garçons sont amoureux des chiens, les filles sont amoureuses des chevaux, c'est important tout ça. Et si on va voir un psychanalyste, c'est pas du tout la même relation. Non. Dieu soit loué. Vous parlez, on voit ces images qui sont magnifiques. D'ailleurs, ça fait du bien de les regarder, ce coucher de soleil, ce ciel bleu, se rapprocher de la nature, comme là d'où nous venons, finalement. C'est quelque chose dont on est très éloigné aujourd'hui et qui nous manque. Oui, je crois que notre civilisation technique et nos réels progrès techniques ont provoqué une rupture avec des mécanismes qui nous équilibrent. L'affection, la maternité, le cheval, parler, mais parler au sens affectif du terme. Nos performances technologiques sont tellement bonnes qu'on a oublié ça. Et ça, c'est un besoin. Et si on ne satisfait pas ce besoin, on le paye très cher. On le paye par l'angoisse, on le paye par la rupture avec la communication avec l'autre. On se soumet à l'idée qu'on se fait de l'autre et non pas à la perception qu'on en a, d'où le délire, d'où le racisme, des choses comme ça. Donc je crois qu'on paye très cher cet éloignement de ce qu'on appelle la nature. Mais on ne sait pas ce que c'est que la nature. Il y a eu énormément de questions, je crois, Martin, à propos de la nature et de l'environnement. Faut-il le préserver, etc. Martin? Oui, Maïtena, je confirme en fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a un besoin... Boris est content. Le public confirme, il y a un besoin de nature, ça se sent dans les messages. Alors j'ai noté le message d'un internaute qui nous parle de ses balades en montagne et qui nous dit que de voir le décor de la montagne lui permet de relativiser les enjeux de sa propre vie. Tous à la montagne, Boris? Non, ça ne peut pas être un code, une recette pour tout le monde. Il y a des gens qui s'épanouissent en montagne, il y en a beaucoup qui sont très angoissés par la montagne, parce que c'est des pentes, on est enfermé. Donc c'est vrai pour cette personne ou pour beaucoup d'entre nous, pour moi aussi, j'adore la montagne, mais ça dépend la rencontre entre la montagne et l'homme. Vous, c'est la mer, vous, c'est... je sais pas, vous regardez... Peut-être que la nature, elle est en nous aussi. Et donc, n'importe où on se trouve, je pense qu'on a cette part de nature en nous. Et on parlait tout à l'heure de l'humain. Je sais que dans la création et dans ma passion qui est la danse, en tant que créateur, que chorégraphe, moi je travaille beaucoup sur l'humain. Et c'est vrai que peut-être ce qu'on souffre actuellement dans cette société, c'est d'être déshumanisé quelque part. Et c'est peut-être ça qui nous manque, et ces rapports très naturels et fondamentaux qui se perdent un peu, je dirais. Alors, si chez nous, il ne reste plus rien d'animal, ou c'est si ancien un vieux souvenir, chez Cyril Casmez, c'est autre chose. Et Florence Servan-Schreiber a joué la belle qui rencontre la bête. Voilà donc la belle qui est avec nous. Vous avez donc rencontré Cyril Casmez et Jade Duviquet, qui est sa partenaire. Cyril Casmez et Jade Duviquet est sa partenaire de scène. Alors Cyril se prend pour un animal depuis qu'il est tout petit. Ça a un petit peu inquiété ses parents. Il a consulté d'ailleurs, enfant, on l'a emmené voir un psy en se demandant ce qu'il avait. Oui, lui-même, ça l'inquiétait un peu. Et puis il a décidé d'en vivre, d'en prendre son parti et de l'utiliser dans son métier. Donc il est acteur, il est également acrobate zoomorphe. Vous allez voir, c'est un talent assez unique, assez étonnant. Il joue un spectacle dont je vous ai ramené un morceau qui s'appelle Animalité. Si vous voulez le voir, la dernière occasion qui se présente, c'est le 10 janvier prochain. À Ancenis, qui est à 10 minutes de Nantes. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Et ensemble, ils explorent non seulement le rapport à l'animalité, mais également le rapport difficile entre le masculin et le féminin. On en voit un bout ? Ça a commencé assez tôt, assez rapidement, à 3-4 ans, j'ai confondu une vache avec ma mère dans un pré, régulièrement où j'allais dans cet endroit. Donc une belle vache limousine que j'ai confondue, donc
un certain temps à remettre les choses en place. Je marchais avec elle derrière dans les champs, je la tétais, enfin c'était une vraie histoire d'amour. Voilà, alors, à partir de là, j'exigeais qu'on me mette à manger par terre chez moi et d'arriver à 4 pattes au galop d'une façon assez particulière. Voilà, donc il y a eu quelque chose de... Soit j'en faisais quelque chose, soit je pouvais aussi aller à l'asile. Donc a priori, j'ai pris le parti de plutôt développer quelque chose à partir de là. Fascinant, c'était de retrouver cette position à 4 pattes, qui est à la fois l'enfance, et puis à un moment donné, quand ça va encore plus loin, il y a comme une absence de pensée, vraiment, donc quelque chose de plus archaïque qui revient encore, et d'être là uniquement dans le geste, dans la marche, sans rien d'autre. On est dans des démonstrations, dans des simulacres. Les animaux sont beaucoup, pas toujours, hein, parfois ils se castagnent sérieux, mais très souvent ils sont dans des simulacres. Pour s'impressionner, se dire par des codes. Et voilà qui enchante Boris Cyrulnik et Pietra et tout le monde d'ailleurs. Boris, il va bien, vous pensez, Cyril? Il nous fait bien aller en tout cas. Oui, absolument. Parce qu'il a compris quelque chose. Il a compris, alors là, la structure des émotions dont on parlait tout à l'heure, alors là, il l'a fait vivre de manière très drôle et très juste. Mais il joue l'animal ou il est animal? Je pense qu'il joue la part animale de nous. Ça, il le fait. C'est-à-dire l'expression des émotions. Et là, il a compris quelque chose du monde animal qu'il transpose sur une scène. Alors là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire... Je pense qu'il est, au moment où il fait le mouvement, je crois qu'il est l'animal. Il n'est pas en représentation. Je crois qu'il y a un moment où c'est tellement incroyable, ce qu'on vient de voir là, que j'ai l'impression que dans son être tout entier, au moment où il est sur scène, sur la représentation, il n'est pas en représentation de jouer quelque chose, je crois qu'il est vraiment son personnage, enfin, c'est l'animal qui le... Florence, quand il dit dans le sujet qu'il a tété une vache, c'est vrai quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il poursuivait la vache. Il m'en a reparlé. Elle a un nom. Ça reste un personnage important de sa vie. On dit bonjour à Panis et à la vache, si jamais elle se reconnaît. Vous avez poursuivi l'expérience un peu? Alors oui, j'ai poursuivi l'expérience parce que donc Cyril enseigne à des comédiens. Ce rapport justement à l'animal, aux différents mouvements. Donc j'ai eu la chance, mais si, de prendre un cours particulier avec lui. Vous allez faire quoi là Vous allez voir, je vous laisse découvrir. Voilà, alors on s'échauffe un petit peu pour commencer. Oui, très bien. Et l'autre? Quelque chose comme ça fait quoi? Ça fait du bien ou pas? Du bien, après. On se ridicule un peu, non? Pendant c'est particulier. On est très concentré, on n'a pas le temps de se sentir ridicule. Voilà. Alors là c'était un peu plus le singe. Regardez, lui il fait très bien. Oui, toi tu fais le singe libellule. Très... Voilà. Elle est trop civilisée. Vous êtes trop civilisée, Florence. Mais c'est étonnant, mais c'était... Regardez les gestes qu'il fait, ses mains, ses bras, toute la position de... Vous sauriez faire ça, Pietra? Ce geste-là, vous le comprenez? Oui. Ouais. Vous faites vachement bien. Vas-y, encore un coup, vous faites vachement bien. Non, alors vous voyez que la régression n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Il faut certaines compétences que je n'ai pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et alors, il paraît que c'est une régression, un retour en arrière, mais c'est très enfoui. Parce que c'est très difficile. C'est une humilité aussi, de retourner à l'état d'animal. C'est peut-être une humilité aussi qu'on a perdue, nous. C'est un rapport au sol. C'est un rapport au sol qui est très différent. Le poids du corps doit être réparti complètement différemment. Alors, j'ai pas les jambes très longues. C'est la première fois que ça m'a rendu service. C'est que j'étais plus près du sol. Mais c'est quelque chose de très particulier comme exercice. Dans la tête, je pense qu'il y a une grande humilité chez eux. Chez ces deux et visiblement acteurs. Un grand plaisir. Oui, aussi. Un grand plaisir, mais en même temps, c'est des choses qui nous font sourire, mais en fin de compte, non, c'est des choses. Et ça vous fait pas envie? Moi, ça me fait presque envie, franchement, ça me fait presque envie. Oui, d'avoir ça en même temps. Je l'adore, fille sur le vélo. Et en même temps, cette légèreté, cette insouciance. Julie, vous allez le faire avec Louise, c'est ça? Oui, voilà. Je vais me le mettre sur le dos, c'est comme ça le singe, non? La plupart du temps, les enfants, ils n'ont pas peur de ça. Oui.
Alors justement, Les enfants, lorsqu'ils enseignent, lorsque Cyril enseigne ça, ils ont de bien meilleurs résultats avec les enfants et les adolescents. Les adolescents, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Il faut lâcher prise aussi. Les adultes, c'est beaucoup plus difficile. Toujours le regard de l'autre en plus. Justement, à propos de ça, parce qu'en fait, vous faites un peu l'opposition nature-culture. Nous ne sommes plus des animaux, nous sommes devenus des êtres humains. Pourquoi les enfants sont-ils plus en prise, eux, avec les animaux, la nature, les cris des bêtes Parce qu'ils sont très attirés par les animaux qui les représentent. Ils s'identifient aux animaux. On l'a tous fait, ça, en vieillissant. On s'identifie à un animal parce que c'est plus facile. En plus, l'expression des émotions, c'est la même dans tout le monde vivant. Une colère animale, on la comprend très bien. Quand nous, on se met en colère, un animal le comprend très bien. Ça dépend lequel, bien sûr, mais un mammifère comprend très bien notre colère, un mammifère comprend très bien notre peur. Donc, l'expression des émotions, elle n'est pas seulement partagée par tous les humains, elle est partagée par tout le monde vivant. Alors, les enfants qui sont encore très proches des émotions, nous, on la maîtrise, on l'enfouit, elle est pétrie par les mots, par la culture. Donc, nous, on a peut-être plus de mal, mais les enfants sont proches de ça, ils commencent comme ça. Est-ce que Pietra, vous vous sentez très proche d'un animal ou il y a un animal que vous aimeriez interpréter peut-être? Moi j'aime beaucoup tous les félins, sans distinction. Moi je suis très chat et chien, parce que j'ai beaucoup de chats chez moi et j'ai un chien. Mais je crois que c'est surtout les félins, parce que c'est des animaux très énigmatiques, solitaires. Puis alors une façon de se déplacer, une façon de bouger dans l'espace qui est incomparable. Voilà, si j'avais une préférence, on va dire. Mais ça, même pas besoin de le dire, ça se voit. Merci beaucoup à vous. Vous avez, faut faire fi de l'instinct maternel, ça y est, c'est fini. Tout ça est raisonné et pensé. Vous embrasserez et vous saluerez Vincent, Mépanis surtout, le grand bestiau de 500 kilos que vous maîtrisez maintenant et qui communique avec vous, en tout cas avec lequel vous partagez. En tout cas, je ne sais pas si vous communiquez, mais en tout cas avec lequel vous partagez. On vous retrouve donc en 2004. À la Criée pour les 2 spectacles. Pietra, vous serez sur scène? Non, je serai chorégraphe. Vous êtes chorégraphe. Je serai de l'autre côté. Pour une fois, de temps en temps aussi. Boris Cyrulnik, vous êtes le bienvenu ici quand vous voulez. J'espère que vous viendrez parler de la résilience sur psychologie. Nous, Florence, on se retrouve toutes les semaines. Sauf que là, c'est la dernière avant Noël. Donc toute l'équipe de psychologie vous souhaite un très joyeux Noël. On vous souhaite aussi une très très bonne année puisqu'on se retrouvera en 2004. Ce sera le 11 janvier. Il sera un petit peu plus tôt que d'habitude. Il sera 13h30. Nous serons juste derrière Daniel Schneiderman et donc Arrêt sur Image. Et nous parlerons en compagnie du docteur Christophe André des phobies et des peurs. Nous allons mettre à mal toutes les petites bêtes et puis et les grosses bêtes aussi, ou l'agoraphobie. Nous serons également en compagnie de Mathilde Seigné. Merci beaucoup à tous. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, une très bonne année. Prenez le temps pour vous et d'ici là, carpe diem. Plus d'informations sur france5.fr.